C'était la semaine avant Noël, dans un petit village niché au creux des collines enneigées de Haute-Savoie. Les rues scintillaient de lumière, les vitrines des magasins brillaient de couronnes et de rubans, et l'air portait des effluves de pain et de cannelle. Mais dans un appartement délabré au-dessus d'une laverie automatique, Noël semblait bien loin. Ellie, 6 ans, était assise en tailleur sur un tapis usé, la langue entre les lèvres, serrant un crayon rouge. Ses boucles dorées rebondissaient tandis qu'elle écrivait soigneusement, chaque lettre plus grande que la précédente. « Cher Père Noël du bureau d'angle », commença-t-elle. Elle avait entendu quelqu'un dire que les gens puissants, ceux qui pouvaient vraiment arranger les choses, travaillaient dans des bureaux d'angle. Et si le Père Noël existait vraiment, il en avait sûrement un aussi. Sa mère, Claire, se déplaçait silencieusement dans la petite cuisine. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon désordonné, des mèches folles encadrant un visage fatigué mais doux. Les manches de son uniforme de la boulangerie étaient saupoudrées de farine de son service du petit matin. Elle fredonnait à voix basse, sans se rendre compte que sa voix tremblait d'épuisement. Le radiateur était de nouveau en panne. Un petit chauffage d'appoint bourdonnait près de la fenêtre, luttant à peine contre le froid. Sur la table se trouvaient des factures non ouvertes, le loyer, le fioul et un avis de mise en demeure du propriétaire. Claire jeta un coup d'œil. « Ma chérie, à qui écris-tu » Ellie leva les yeux, brillants, vers le Père Noël, mais pas celui du pôle Nord. Celui-ci travaille dans un bureau d'angle. Peut-être qu'il en sait plus. Claire eut un petit rire, teinté de tristesse. « Dis-moi s'il te répond. » Cette nuit-là, Ellie plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe et griffonna sur le devant. « Père Noël du bureau d'angle. » Important. Le lendemain matin, elle la laissa tomber dans la grande boîte aux lettres vertes devant la boulangerie, ne sachant pas qu'elle était réservée au courrier de l'entreprise. 3 rues plus loin, dans un élégant immeuble de verre et de lierre, les bureaux de Domaine Alridge bourdonnaient d'énergie festive. Le personnel se pressait en réunion. Des sapins scintillaient dans chaque coin, et le dernier étage, le bureau d'angle, appartenait au PDG, Gérard Alridge. Gérard, 42 ans, se tenait droit dans un costume impeccable, les cheveux sombres grisonnant sur les tempes. Son bureau surplombait la ville, une vue qu'il ne remarquait presque plus. Depuis le décès d'Anne, tout semblait distant, même Noël. Cet après-midi-là, lors d'une réunion trimestrielle avec l'équipe financière, un stagiaire entra et lui tendit une pile de lettres mal acheminées. Une enveloppe se démarqua, de la taille d'un enfant, écrite à la main. Gérard haussa un sourcil, l'ouvrit et commença à lire. « Cher Père Noël du bureau d'angle, je ne veux pas de jouets. Je ne veux même pas de bonbons. Je veux juste une maison où ma maman pourra arrêter de pleurer. Nous essayons d'être sages. Elle travaille beaucoup et me donne toujours le dernier toast même quand elle a faim. Je veux qu'elle ait de nouveau les pieds au chaud et qu'elle sourie quand elle dort. Si tu existes vraiment, peux-tu nous aider ? Amicalement, Ellie. J'ai 6 ans. » La pièce s'effaça. Gérard se figea, la réunion autour de lui se transformant en un bruit de fond indistinct. Il la relut. Puis encore, il imagina une petite fille aux boucles ensoleillées et une mère épuisée donnant la dernière bouchée de nourriture à son enfant. « Gérard » dit l'un des directeurs, remarquant son silence. Il fit un geste de la main. « Donnez-moi un instant. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et tint la lettre délicatement entre ses doigts. Cela faisait 3 ans qu'Anne était partie, 3 ans qu'il était assis à ses côtés à l'hôpital alors que son corps lâchait. Avant le cancer, ils avaient commencé à se préparer à adopter une fille d'environ 6 ans avec des cheveux blonds bouclés. Anne lui avait tricoté un pull. Il était toujours intact dans un tiroir près de la banquette de la fenêtre. Il avait enterré cette partie de lui-même. Jusqu'à présent, la lettre d'Ellie ne faisait pas que remuer des souvenirs. Elle brisait quelque chose en lui. Non pas parce qu'elle ressemblait à la fille qu'il n'avait jamais eue, mais parce que ses mots contenaient une pureté qu'aucun adulte n'osait jamais exprimer. Une lettre mal distribuée. Ou peut-être pas, il regarda de nouveau l'écriture tremblante. « Peux-tu nous aider » murmura-t-il dans le silence. « Peut-être que je le peux. » La soirée après la réunion, Gérard resta seul dans son bureau bien après que tout le monde soit parti. Dehors, le ciel avait pris la couleur de l'étain, la neige tombant en lente spirale silencieuse. Sur son bureau reposait la lettre d'Ellie, ses bords usés par les lectures répétées. Il se pencha en arrière, ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, laissa les souvenirs affluer. Anne avait toujours été la moitié la plus lumineuse de leur vie commune. Ses cheveux étaient d'un blond pâle comme la lumière du soleil d'hiver, et son rire pouvait remplir une pièce. Elle peignait dans des tons pastels doux, préparait des gâteaux d'anniversaire de travers et dansait pieds nus dans la cuisine le week-end. Elle trouvait de la joie dans les fissures de la vie ordinaire. Elle avait désiré un enfant avec une tendresse qui le bouleversait. « Peut-être qu'elle aura des boucles », chuchotait Anne,
blottie contre lui sur le canapé. Des boucles dorées qui brillent comme les tiennes. Mes cheveux ne sont pas dorés, plaisantait-il. Alors elle aura les miens, souriait-elle. Une petite fille aux cheveux blonds éclatants. Je la vois déjà. Mais la nature avait d'autres projets. Après 2 traitements de fertilité infructueux, ils se tournèrent vers l'adoption. Ils remplirent des formulaires, assistèrent à des cours de parentalité et obtinrent finalement leur agrément. Un jour, l'agence leur montra un dossier. À l'intérieur se trouvait la photo d'une fille de 5 ans tout au plus, avec des boucles douces et un sourire hésitant. Anne pleura dès qu'elle la vit. C'est elle, Gérard. Je le sais. Dans les semaines qui suivirent, Anne commença à tricoter un pull jaune pâle avec de minuscules boutons en nacre en forme d'étoile. Elle y travaillait pendant ses séances de chimiothérapie, ses mains stables même lorsque sa force l'abandonnait. Les bons jours, elle fredonnait pendant que la laine glissait entre ses doigts. Les mauvais jours, elle parlait à peine, mais le pull grandissait maille après maille. Elle portera ça quand elle rentrera à la maison, dit-elle une fois, sa voix faible, mais assurée. Gérard ne fit pas remarquer à quel point ses mains tremblaient. Alors que l'état d'Anne s'aggravait, le calendrier aussi. L'agence finit par appeler, ils devraient placer l'enfant dans une autre famille. Ils étaient gentils, mais clairs, ils avaient besoin de stabilité. Ils comprenaient la situation. Anne ne discuta pas. Elle serra simplement le pull inachevé contre sa poitrine cette nuit-là et pleura jusqu'au matin. 3 mois plus tard, elle était partie. Après sa mort, Gérard devint mécanique. Il se levait tôt, s'enterrait dans les réunions et les chiffres, gérait tout. Le travail ne lui demandait pas de ressentir. C'était là tout l'attrait. Il cessa d'aller dans les parcs, sauta les fêtes de famille, ignora les anniversaires. Tout ce qui impliquait des enfants était hors limite. La maison restait immaculée, comme un musée organisé par le deuil. Mais il ne se débarrassa jamais du pull jaune. Il resta soigneusement plié dans le tiroir du bas de la banquette de la fenêtre de sa chambre, intact, mais jamais oublié. Parfois, quand le silence devenait trop lourd, il ouvrait le tiroir et le regardait. Il ne le sortait jamais, se contentait de regarder, puis refermait le tiroir avant que la douleur ne monte trop haut. Maintenant, dans son bureau, la ville endormie sous une neige fraîche, Gérard plongea la main dans la poche de son manteau et sortit une fois de plus la lettre d'Élie. Il traça les lignes tordues du bout des doigts, la simplicité, l'espoir, la crudité. Elle n'avait pas demandé de jouets ou de bonbons, juste une maison, pour que sa mère puisse arrêter de pleurer. Cette petite supplique honnête fissura quelque chose en lui. Une chaleur s'agita dans un endroit longtemps fermé à double tour. Il serra la lettre contre sa poitrine et se pencha en avant, le souffle coupé. Ses épaules se mirent à trembler. Il essaya de respirer à travers, mais il n'y parvint pas. Pour la première fois depuis le décès d'Anne, les larmes montèrent. Une tomba, puis une autre. Il se couvrit le visage de ses mains alors qu'un sanglot s'échappait, profond, rauque, arraché à un endroit longtemps caché. La lettre de la petite fille se brouilla derrière ses larmes. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait même pas voulu que la lettre atterrisse là où elle était. Mais d'une manière ou d'une autre, ces mots, ces espoirs d'enfant sans défense, avaient atteint directement la partie la plus froide de lui, et ils avaient réveillé quelque chose qui ne savait pas encore en vie, et il ne pouvait pas, ne voulait pas l'ignorer. Le lendemain matin, Gérard arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il ne portait ni mallette, ni tablette, seulement la lettre d'Élie, soigneusement pliée dans la poche intérieure de son manteau. Son assistante, Léna, était déjà à son bureau, sirotant un café et parcourant ses emails. Elle leva les yeux, surprise. « Vous n'êtes jamais là avant moi, » dit-elle en haussant un sourcil. « Quelque chose ne va pas. »« J'ai besoin de votre aide, » répondit-il en posant la lettre sur son bureau. « Je dois trouver la fille qui a écrit ça. » Léna prit l'enveloppe et lut la lettre en silence. Son expression s'adoucit en arrivant à la dernière ligne. « Savons-nous autre chose ?» demanda-t-elle. « Seulement ça, » dit-il en montrant une faible inscription au crayon sur l'enveloppe. Une adresse de retour partiel, un nom de rue, pas de numéro, pas de ville, mais c'est local. Je veux que vous les trouviez. L'enfant, la mère, les deux. Léna hésita. Dois-je passer par l'agence que nous utilisions avant? Non, dit Gérard doucement. C'est personnel. Elle ne posa pas d'autres questions. Dans l'après-midi, elle retourna à son bureau avec une feuille imprimée et un regard entendu. Il y a un seul immeuble d'appartements dans cette rue. Unité 4B, dit-elle. Loué à Claire Winslow, mère célibataire. Travail de nuit à la boulangerie de la Grand-Rue. Le nom de la fille est Éléonore Winslow, surnommée Ellie, 6 ans. Gérard fixa le nom, passant un pouce sur le bord du papier. « Voulez-vous que je l'appelle » demanda Léna.
Il se leva. Non, j'irai moi-même. Claire balayait l'entrée de leur minuscule appartement lorsqu'un coup fut frappé, ferme, poli, inconnu. Elle s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la porte avec prudence. Un homme de grande taille se tenait dans le couloir, vêtu d'un manteau anthracite, le vent de décembre encore accroché à ses épaules. Il semblait totalement déplacé dans le couloir sombre. « Mademoiselle Winslow » demanda-t-il. Elle hocha la tête, sur la défensive. « Oui. Mon nom est Gérard Alridge. » Il hésita, s'éclaircissant la gorge. « Je crois que votre fille m'a écrit une lettre. » Les sourcils de Claire se froncèrent. « Je ne comprends pas. » Il plongea la main dans son manteau et sortit l'enveloppe adressée de l'écriture soignée d'Ellie. Elle a envoyé ça au Père Noël du bureau d'angle. Ça a fini sur mon bureau. Je dirige les domaines Alridge. Claire cligna des yeux, déconcertée. Ce doit être une erreur. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Ellie apparut, se frottant les yeux. Elle repéra l'enveloppe dans la main de Gérard, puis leva les yeux vers lui avec une excitation naissante. « C'est vous, » murmura-t-elle. « Vous êtes le Père Noël du bureau d'angle. » Gérard eut un sourire doux et incrédule. « Je suppose que oui. » Ellie se précipita en avant et lui jeta les bras autour des jambes avant que Claire ne puisse réagir. « Ellie, non !» protesta Claire, les joues rougissantes. « Ce n'est rien, » dit Gérard doucement, se mettant à genoux. « Bonjour, Ellie. » Elle se pencha en arrière pour lui sourire. « Vous avez eu ma lettre. »« Oui, et c'était la chose la plus importante que j'ai lue depuis très longtemps. » Claire s'interposa légèrement entre eux, toujours méfiante. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez qu'il se passe, mais nous ne sommes pas un cas de charité. »« Je le sais, » dit Gérard, la sincérité constante dans sa voix. « Ce n'est pas de la charité. Je voulais simplement rencontrer la petite fille qui a écrit quelque chose qui m'a rappelé ce que c'est que de ressentir. » Claire hésita, l'étudiant. Quelque chose dans son expression, peut-être l'honnêteté lasse, adoucit sa position. Finalement, elle s'écarta. « Vous pouvez entrer, juste pour un instant. » À l'intérieur, l'appartement était petit mais chaleureux. Un petit sapin avec 3 ornements se tenait dans le coin. Ellie étala ses livres de coloriage sur le tapis, impatiente de lui montrer chaque page. Et puis Gérard le vit, lorsque la lumière du soleil à travers la fenêtre effleura ses boucles. Quand elle lui sourit avec des yeux brillants et sans défense, le souvenir le frappa comme un coup. La photographie qu'Anne tenait autrefois, la petite fille qu'ils avaient failli adopter. Ellie lui ressemblait trait pour trait. Son souffle se coupa. Le temps s'arrêta. Non pas parce qu'Ellie était l'ombre de la vie qu'il avait perdue, mais parce qu'elle était là, réelle et vivante, dans un minuscule appartement qui sentait légèrement les crayons de cire et la cannelle, et elle l'avait appelé Père Noël. La neige continuait de tomber. Les jours se confondaient avec cette sorte de silence que seul décembre apporte. Gérard, encore incertain du pourquoi ou du comment, avait offert à Claire et Ellie un endroit où séjourner, au moins jusqu'à Noël. La maison d'amis, nichée derrière le domaine sous de grands pins, semblait faite pour la paix. Du lierre grimpait sur ses murs de pierre, et une lumière dorée brillait chaleureusement de ses fenêtres. C'était un monde à part de l'appartement froid et délabré que Claire et Ellie avaient quitté. Claire avait hésité. Elle était méfiante, incertaine de ses intentions. Mais Ellie, pleine d'émerveillement, lui avait tiré la manche et murmuré « Peut-être que c'est aussi la maison du Père Noël. » Claire accepta à une condition ferme. « Je cuisinerai. Je ferai le ménage. Je ne veux pas me sentir comme une invitée, » dit-elle, le menton levé avec une fierté tranquille. Gérard se contenta d'hocher la tête. Dès le premier matin, quelque chose changea. Claire se réveillait avant l'aube, ses cheveux blonds relevés en un chignon lâche, les manches retroussées alors qu'elle se déplaçait dans la petite cuisine en fredonnant doucement. Ses yeux portaient encore le poids de trop de nuits blanches, mais ils pétillaient quand Ellie arrivait en bondissant, demandant des crêpes en forme de bonhomme de neige avec un rire. Un matin, Ellie trébucha et s'écorcha le genou. Claire ne paniqua pas et ne la gronda pas. Elle s'agenouilla simplement, berça doucement l'enfant et chanta une berceuse si douce qu'elle apaisa la pièce. Gérard s'était tenu silencieusement en haut des escaliers, figé, non pas à cause de la mélodie, mais à cause de la façon dont Claire remplissait l'espace autour d'elle de paix. Il n'avait jamais rien vu de tel. Pendant ce temps, Ellie s'attacha complètement à Gérard. Chaque jour apportait un nouveau dessin, une question farfelue ou une demande d'aide. Ils passèrent de longues heures ensemble à terminer un navire en bois que Gérard avait commencé des années auparavant, mais jamais achevé. Un après-midi, alors que la neige tombait épaisse et douce dehors, Ellie montra la figure de proue sculptée et demanda « Qui est-ce » Gérard fit une pause. « Une fée, dit-il doucement, avec des cheveux comme la neige. »
Elle vivait ici avant de se transformer en poussière d'étoiles. Ellie hocha la tête solennellement, et plus tard dans la nuit, elle ajouta une minuscule couronne en papier à la proue du navire. Claire observait de loin. Elle remarqua la façon dont Gérard se penchait pour croiser le regard d'Ellie, comment ses mains étaient stables, gentilles. Au début, elle resta sur ses gardes, mais lentement, elle commença à voir quelque chose de plus derrière son immobilité, quelque chose de doux. Un soir, alors que Claire était à l'étage pour coucher Ellie, Gérard visita leur ancien appartement. Il avait déjà envoyé quelqu'un en avance avec les papiers. À son retour, le passé avait été effacé. Plus de loyers impayés, plus de factures de chauffage, plus d'avis d'expulsion scotchés à la porte. Il ne lui a jamais dit. Mais le lendemain matin, sous l'oreiller d'Ellie, il laissa une petite carte. L'écriture était stable, soignée. Le Père Noël entend toujours les vœux des cœurs les plus vrais. Claire la trouva plus tard. Elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, en bordant Ellie, sa main s'attarda un instant de plus sur la couverture. Puis la tempête arriva. Un blizzard balaya la ville, coupant le courant dans toute la région. Dans la maison d'amis, les bougies vacillaient, projetant des ombres chaudes. Gérard alluma un feu, et Claire prépara du chocolat chaud, faisant chauffer des biscuits dans une poêle sur les flammes. Ellie se blottit entre eux, les yeux reflétant la douce lumière comme des étoiles. Ils parlèrent doucement, à voix basse. « Je rêvais de posséder une boulangerie », dit Claire en regardant le feu. Rien de grand, juste un petit endroit avec une devanture jaune et un menu sur une ardoise. Gérard se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui vous en a empêché ?» Elle eut un petit sourire. « Les factures, la vie, Ellie, et quelque part en cours de route, j'ai cessé de croire que cela pouvait encore être à moi. » Ils restèrent assis en silence, un silence qui ne semblait pas vide. Gérard étudia son visage, comment la force et la douceur cohabitaient dans ses yeux. Ellie s'était assoupie sur les genoux de Claire, le pouce sous le menton, ses cheveux dorés se répandant sur son bras. Gérard murmura « Vous redonnez vraiment vie à cette maison. » Claire leva les yeux, surprise, mais son visage ne montrait aucune pitié, seulement une sincérité tranquille. Elle ne parla pas. Elle sourit simplement faiblement. Ce n'était pas tout à fait de l'espoir, mais c'en était assez proche. Les jours avant Noël passèrent comme des flocons de neige, un moment doux après l'autre. La maison d'amis était plus chaude maintenant, non seulement grâce au feu, mais aussi au rire qui résonnait entre ses murs. Les biscuits de Claire remplissaient l'air de cannelle et de clous de girofle, et Ellie ne s'éloignait jamais beaucoup de Gérard, bavardant sans cesse sur les anges de neige et sur le fait que le Père Noël avait peut-être échangé son traîneau contre un bureau d'angle. Mais sous la surface, Claire changeait. Un après-midi, en rentrant du magasin, elle passa devant la maison principale. Sa porte d'entrée était entr'ouverte, et depuis le porche, elle entendit la voix de Gérard, basse et sincère. « Je veux trouver un moyen pour qu'elle reste après Noël, » disait-il. « Je ne veux pas qu'elles aient l'impression que c'est temporaire. » Il parlait à Léna. Claire reconnut le ton calme et professionnel de son assistante. Claire se figea. Son cœur palpita de quelque chose d'inconnu, puis tout. Aussi vite, il se serra. Elle s'éloigna avant de pouvoir en entendre davantage. Cette nuit-là, son téléphone vibra avec un message d'une ancienne collègue à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. « Fais attention, Claire. Je connais les hommes comme lui. Les riches ne donnent rien sans rien attendre en retour. » Elle fixa l'écran. Elle éteignit le téléphone, mais les mots restèrent. Le lendemain matin, elle sauta le petit déjeuner avec Gérard et Ellie, prétextant des courses. Quand Gérard proposa de l'aider à descendre les cartons de décoration de Noël, elle refusa. Elle se mit à parler moins, à sourire moins. À détourner le regard quand il la regardait, Gérard le remarqua. Ellie aussi. Un soir, Gérard les invita à se promener sur le sentier du jardin, maintenant éclairé par des guirlandes de lumière blanche. Claire secoua la tête. « Il fait froid, » dit-elle en évitant son regard. « Vous êtes sûr » demanda-t-il doucement. « J'en suis sûr, » répondit-elle. « Allez-y tous les deux. » Il hocha la tête, mais quelque chose dans sa poitrine se serra. Il partit avec Ellie, qui ne cessait de regarder en arrière vers la maison d'amis. Cette nuit-là, une fois la maison silencieuse, Claire s'assit à la table de la cuisine. Derrière elle, un sac de sport à moitié rempli attendait sur le sol. Elle prit un stylo et écrivit lentement. « Cher Gérard, merci pour tout. Pour la chaleur, pour la gentillesse, mais nous ne pouvons pas rester. Ce monde n'est pas le nôtre. Je vous souhaite la paix, Claire. » Elle plia la lettre, la posa sur la table et éteignit les lumières. Silencieusement, elle fit les bagages d'Ellie. Quelques vêtements, un lapin en peluche, un dessin au crayon pris sur le mur.
Elle venait de fermer la dernière pochette quand une petite voix derrière elle murmura « Où est-ce qu'on va ?» Claire se retourna. Élie se tenait dans l'embrasure de la porte, une couverture à la main, les yeux grands ouverts de sommeil et de peur. « On rentre juste à la maison », dit doucement Claire. Les lèvres d'Élie tremblèrent, son regard se posa sur les sacs, puis remonta vers sa mère. « Pourquoi » demanda-t-elle. Claire s'agenouilla à côté d'elle. « Parce que ce n'est pas vraiment notre vie, ma chérie. C'était juste une visite. » Claire scruta son visage. Il n'y avait aucune pression dans sa voix, seulement quelque chose de doux, de vulnérable. Elle hocha la tête. Ils roulèrent en silence à travers la périphérie de la ville. Des pins bordaient la route, lourds de neige. Le monde semblait feutré. Lorsque la voiture ralentit et tourna dans le petit cimetière près des bois, le souffle de Claire se coupa. Elle jeta un coup d'œil à Gérard, mais il garda les yeux fixés devant lui. Ils se garèrent près d'un sentier de pierre tombale, le sol recouvert d'un tapis blanc. Gérard sortit et ouvrit le coffre. Il en sortit un simple bouquet de lys blanc enveloppé dans du papier kraft. Claire le suivit sur le chemin enneigé jusqu'à ce qu'ils atteignent une modeste pierre tombale. Annalridge, épouse bien-aimée, âme brillante, lumière éternelle. Gérard s'agenouilla et plaça le bouquet à la base de la stèle. Il balaya quelques aiguilles de pin tombées, puis se tint silencieusement. Claire attendit à côté de lui, les mains dans les poches de son manteau, ne sachant que dire. Après une longue pause, Gérard parla enfin. Elle était tout ce que vous pourriez imaginer. Une lumière dans chaque pièce, une combattante acharnée. Elle donnait à la vie l'air d'une aventure. Sa voix ne tremblait pas, mais elle avait un poids. Celui qui vient du souvenir sans être consumé. Nous voulions un enfant, continua-t-il. Nous étions à quelques semaines de l'adoption, une petite fille aux cheveux dorés et aux yeux calmes. Anne lui avait déjà tricoté un pull. Les yeux de Claire s'adoucirent. Mais quand la santé d'Anne s'est effondrée, j'ai laissé tomber l'adoption. Je me suis dit que je protégeais l'enfant. La vérité, c'est que je me protégeais moi-même. Il se tourna alors vers Claire, le regard fixe. Pendant des années, j'ai fermé toutes les portes qui menaient à quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Je me suis tenu occupé, efficace, en sécurité. Il prit une profonde inspiration. Jusqu'à la lettre d'Élie. Claire détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Mais il ne s'agit pas d'Élie, dit-il doucement. Elle est extraordinaire. Oui, mais c'était vous, Claire. Claire se retourna vers lui, les yeux écarquillés. Vous avez apporté de la chaleur dans des pièces qui avaient oublié comment en contenir. Vous avez apporté de la musique dans le silence. Vous souriez aux étrangers, même quand vous étiez épuisé. Vous donniez sans jamais rien demander en retour. Il fit une pause, puis s'approcha. Anne est une partie de moi que je porterai toujours, mais elle ne retient plus mon cœur. Cette partie s'est réveillée pour vous. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. La voix de Gérard devint plus basse, mais plus certaine que jamais. Claire, je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer. Je le croyais vraiment. Et puis, quelque part entre votre rire dans la cuisine et la façon dont vous tenez votre fille quand elle dort, j'ai recommencé à espérer. Il soutint son regard. Je me surprends à attendre votre voix le matin, vos pas dans le couloir, la façon dont votre visage s'adoucit lorsque vous êtes perdu dans vos pensées. Vous n'êtes pas Anne. Vous êtes vous. Et c'est vous que j'aime. L'air froid s'immobilisa entre eux. Claire déglutit difficilement, son souffle visible dans l'air hivernal. Puis, lentement, elle s'avança. Elle tendit la main vers la sienne, la prit doucement et la posa sur son cœur. Sa voix était calme mais claire. « J'ai peur aussi, dit-elle. Mais ça, elle pressa légèrement sa main. Ça bat pour vous. » Et pour la première fois depuis des années, Gérard sentit le poids dans sa poitrine céder la place à quelque chose de lumineux. Pas le deuil, pas le souvenir, mais l'amour. Vivant, respirant, indéniable. Les jours qui suivirent la visite au cimetière furent calmes, mais quelque chose entre Gérard et Claire avait changé. Indéniablement, doucement, complètement. Il n'y eut pas de grandes déclarations après ce moment, pas de promesses faites à la hâte, juste une nouvelle sorte de quiétude, une paix. Claire se déplaçait dans la maison avec un regard plus doux, et Gérard se surprenait à lever les yeux plus souvent, à écouter son rire, les pas d'Élie dans les escaliers, le son de la vie qui revenait dans sa maison. Mais Gérard n'avait jamais été un homme de demi-mesure, et l'amour, le véritable amour, méritait plus que de la chaleur. Un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, Gérard se rendit à la mairie. Il neigeait légèrement lorsqu'il entra dans le petit bâtiment gouvernemental. La femme à l'accueil reconnut immédiatement son nom. Pourtant, il attendit patiemment,
remplit chaque formulaire d'une main sûre et signa son nom avec une détermination tranquille. Les documents concernaient une demande de tutelle conjointe, pas seulement un soutien financier, pas de la charité, pas du sentimentalisme. C'était un pas vers la permanence, vers la famille. Le nom sur le formulaire était Ellie Winslow Aldridge. Mère, Claire Winslow. Père, en attente, Gérard Aldridge. Il ne le dit pas à Claire. Pas encore. Il voulait le lui montrer, non pas avec des mots, mais avec quelque chose de réel. Quand il rentra chez lui plus tard dans la journée, la maison embaumait le pain d'épices. Ellie était dans le salon, construisant une tour de boîte à biscuits de travers. Claire était dans la cuisine, fredonnant à nouveau. Il monta dans son bureau, sortit une épaisse enveloppe et écrivit une note à la main. L'encre ne fit qu'une seule pause. Ce soir-là, après le dîner, Claire entra dans le petit salon pour ranger et remarqua un dossier posé soigneusement sur le vieux secrétaire. Dessus, une simple feuille de papier pliée en 3. Son nom était écrit sur le devant. Elle la déplia lentement. Claire. Je sais ce que cela signifie de perdre quelque chose que l'on ne pensait jamais devoir laisser partir. Je sais aussi ce que cela signifie de trouver quelque chose que son cœur n'aurait jamais osé espérer à nouveau. Je ne vous demande pas un oui aujourd'hui, mais je vous fais savoir que je suis entièrement engagé. Je veux construire un foyer avec vous, avec Ellie. Je veux être son père et je veux être votre partenaire dans chaque matin calme et chaque après-midi désordonné que cette vie a à nous offrir. Si vous êtes prête, si votre cœur dit oui, je suis là. À vous, Gérard. Elle s'assit lentement, le cœur battant, fixant les papiers sous la lettre. Ellie jeta un coup d'œil dans la pièce, un crayon de cire à la main. Tu as vu le dessin que j'ai fait? Claire cligna des yeux, surprise. Un dessin. Ellie entra en courant, brandissant une feuille de papier. Dessus, elle avait dessiné 3 bonshommes allumettes. Un grand avec une cravate, un avec des cheveux jaunes en chignon, et une petite silhouette avec un sourire si large qu'il atteignait presque les 2 oreilles. Ils se tenaient devant une maison blanche avec de la neige sur le toit. En haut, écrit en crayon rouge vif, « Le Père Noël et mon papa maintenant ». Le souffle de Claire se coupa. Elle regarda le dessin, puis la lettre dans ses mains, puis Ellie, qui rayonnait. Des larmes emplirent ses yeux, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire. Ce n'était pas une demande en mariage avec des fleurs ou des bagues. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Un homme offrant non seulement l'amour, mais un foyer. Un père revendiquant un enfant sans condition. Et pour la première fois depuis des années, Claire n'eut pas l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle se sentit enfin pleinement chez elle. La neige recouvrait le domaine Aldridge, scintillant sous le pâle soleil du matin. Les arbres se dressaient silencieux dans le froid, leurs branches saupoudraient de givre comme si la nature elle-même retenait son souffle. Dans le jardin, sous une arche de branches de sapin, de bailles de houx et de rubans blancs, un petit mariage d'hiver était sur le point de commencer. C'était simple, calme, parfait. Seuls quelques amis proches et le personnel de longue date étaient présents. 2 rangées de chaises bordaient l'allée enneigée. Au bout se dressait un grand pin entièrement décoré des ornements faits main d'Ellie. Des pommes de pin peintes, des étoiles en papier et un cœur de travers où l'on pouvait lire « Maman plus Père Noël » au crayon. Gérard attendait devant l'autel dans un costume d'hiver sombre, les mains jointes. Mais lorsque Claire apparut, quelque chose changea dans son expression. Elle portait une modeste robe blanche à manches longues, dont l'ourlet effleurait la neige. Ses cheveux blonds étaient doucement bouclés, ramenés sur un côté avec un brin d'œuf ou au-dessus de son oreille. Elle ne ressemblait pas à une mariée de conte de fées. Elle avait l'air réel, solide, comme un foyer. Et pour Gérard, c'était tout. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit la main, puis se pencha et murmura « Je n'épouse pas le passé. J'épouse l'avenir, et c'est toi. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes, mais elle ne s'ya pas. Elle voulait se souvenir de chaque seconde. Ellie se tenait sur le côté dans une robe blanche, les joues roses de froid. Elle jetait des pétales de fleurs séchées en l'air, les regardant tomber comme de la neige. Puis elle tourbillonna avec une grâce théâtrale, sa jupe tournant comme un flocon de neige. La cérémonie fut courte, mais personne présent ne l'oublierait jamais. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, Claire et Gérard se tournèrent vers Ellie. Elle courut dans leurs bras et ils s'étreignirent en riant, essoufflés, entiers. Cette nuit-là, après le départ des invités et alors que la neige assourdissait le monde extérieur, la petite famille s'assit près du feu dans la maison principale. Enveloppés dans des couvertures, ils regardaient les flammes vaciller derrière la vitre. Au-dessus de la cheminée, un simple cadre en bois contenait la lettre d'Ellie, celle adressée au Père Noël du bureau d'angle. À côté, une petite photo d'Anne souriant sous le soleil, ses cheveux clairs soulevés par le vent. Pas un fantôme, mais une bénédiction silencieuse. Claire jeta un coup d'œil à la photo, puis à Gérard.
Il tendit la main vers la sienne. Elle la serra doucement. Sur le tapis, Élie coloriait quelque chose avec une profonde concentration. Après quelques minutes, elle se leva, s'étira et tendit à Gérard un morceau de papier plié. Il l'ouvrit lentement. L'écriture était plus nette cette fois-ci. Plus délibérée. Cher Père Noël du bureau d'angle. Tu ne m'as pas apporté de jouets. Tu m'as apporté un foyer. Et de l'amour. C'est plus que ce que j'avais demandé. Merci. Amicalement, Élie. La gorge de Gérard se serra. Il ne pouvait pas parler. Claire posa sa tête contre son épaule. Élie grimpa sur leurs genoux sans un mot, expira doucement et laissa ses yeux se fermer. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, quelque chose de sacré s'installa sur eux. Pas seulement de la chaleur, mais la paix, une sorte de joie qui avait été méritée. Une petite fille avait écrit une lettre depuis un appartement froid au-dessus d'une laverie. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé son chemin jusqu'au bon bureau, et l'amour, enfin, avait trouvé son chemin vers la maison. Merci d'avoir suivi ce voyage sincère d'amour, de guérison et de miracles inattendus. Si l'histoire d'Élie vous a ému, vous a rappelé que l'espoir peut venir des plus petites voix, nous vous invitons à faire partie de quelque chose de significatif. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton de notification pour soutenir la chaîne Histoire qui touche l'âme. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits émouvants et touchants qui célèbrent la gentillesse, la résilience et l'amour. Jusqu'à la prochaine histoire, restez bienveillants, gardez espoir et laissez l'amour vous guider chez vous.